Salam alaikum, Botagit Shalom, c'est peut-être en ces termes qu'on pourrait résumer les faits de ces derniers jours. D'un côté, une volonté de paix, mais entre pays qui ne se sont jamais fait la guerre. De l'autre, l'Iran, le Hamas et le Hezbollah qui continuent de vouloir la guerre en refusant tout espoir de paix. C'est compliqué. Bienvenue au Proche-Orient. Et avant de retrouver mon premier invité, écoutez très brièvement les déclarations hier de Benjamin Netanyahou et du chef de la diplomatie émirati. Tenons-nous au-dessus des divisions politiques, mettons tout cynisme de côté. Je me tiens ici aujourd'hui pour tendre une main de paix et recevoir une main de paix. Dr Amjad Taha, expert en affaires stratégiques de la région et directeur régional du Centre britannique d'études et de recherche sur le Proche-Orient. Bonjour, vous nous rejoignez depuis Dubaï. Une première réaction au tir de missiles sur le sud d'Israël, en plein cœur de la cérémonie de signature d'accord de paix à Washington. Nous condamnons ces tirs de roquettes depuis Gaza sur Ashdod par des milices iraniennes comme le Hamas et le djihad islamique. Ils voulaient délibérément tuer des enfants, des civils israéliens. Nous condamnons très fermement ces tirs. Nous disons à Israël qu'ils ne sont plus seuls désormais. Cette fois, tout le monde se tiendra aux côtés d'Israël contre cette brutalité et cette violence. C'est un crime contre l'humanité. C'est la seule chose dont ils disposent. Ils ont décidé de tirer des roquettes au moment où les gens avaient choisi la paix, au moment où les Émirats, Bahreïn et Israël signaient un accord de paix. C'est la seule chose que le Hamas peut faire, peut proposer. Ils ne savent rien faire d'autre. Ça se traduit donc par une coopération immédiate en termes de renseignement et de partage d'informations, selon vous ? Nous parlons ensemble de la manière dont l'Iran cause des violences à Gaza, au Liban et en Syrie. Il y aura sûrement un partage d'informations et de data dans le domaine du contre-terrorisme. Il y aura une vraie coopération en ce sens entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Mais Dr Taha, cela n'empêche pas l'Iran de menacer frontalement les Émirats arabes unis et Bahreïn en utilisant aussi ces proxys qui sont montés au créneau ces derniers jours. Qu'avez-vous à leur répondre quand l'Iran et ses lieutenants menacent directement votre famille ? Vous savez, les Iraniens menacent tout le monde. Que devrions-nous leur dire ? Cette fois, nous nous tenons ensemble. Cette fois, nous n'allons plus être seuls. Ce ne sera plus les Émirats arabes unis et le Bahreïn seulement. Ce ne sera plus Israël seul contre tous. Ce ne sera plus uniquement ces peuples qui souffrent en Irak, en Syrie et au Liban. Cette fois, nous sommes unis pour faire tomber ce régime. Et ce, quoi qu'il arrive, quel qu'en soit le prix, nous allons soutenir toutes ces personnes qui descendent dans la rue en Iran et veulent une révolution contre le régime. Oui, cela prendra encore beaucoup de temps, mais cette fois, nous allons y arriver. Ces pays vont créer une coalition pour faire tomber ce régime. Amjad Taha, les drapeaux émiratis et bahreïnis ont été brûlés dans la rue palestinienne. Le Hamas vous menace et pourtant vous avez participé au financement de l'autorité palestinienne. Vous ressentez quoi ? D'ailleurs, ça a l'air de vous faire légèrement sourire. Soyons clairs et honnêtes. Qui sont les Palestiniens aujourd'hui ? Qui est l'autorité palestinienne aujourd'hui ? Personne. Je le répète, personne. Ils ne représentent même pas leur propre peuple. Regardez l'OLP. Ce n'est composé que de personnes âgées. La plus jeune, c'est une femme de 62 ans. Alors que plus de 60% des Palestiniens sont des jeunes. Pourquoi ne seraient-ils pas représentants au sein de l'OLP ? Mais je vais vous le dire, et j'en suis certain à 1 million de pourcents, et vous pouvez le voir dans le Golfe. Le soutien de l'OLP dans le monde arabe s'affaiblit. Les Palestiniens ont retiré leurs ambassadeurs des Émirats arabes unis et du Bahreïn. Mais vous savez, ils vont retirer leurs ambassadeurs du monde entier. Pourquoi ? Parce que le monde veut vivre en paix, la région veut la paix. Tous ces pays veulent vivre en paix avec Israël. Cela ne va pas être seulement les Émirats arabes unis et Bahreïn, et ça s'arrête là. Le train est en marche. Il a fait une pause dans 2 arrêts. Il y en a beaucoup d'autres à venir. 26 autres pays vont rejoindre le mouvement. Je ne parle pas de 2 ou 3 pays. Cela va prendre du temps et ce sera de différentes manières. Mais ces pays nous rejoindront. Je le répète, le soutien auprès de l'OLP est sur la pente descendante. Les Palestiniens qui habitent aux Émirats arabes unis et à Bahreïn appellent au démantèlement de l'OLP à cause de la corruption. Nous espérons une vraie révolution des Palestiniens contre leurs leaders, contre les milices pro-iraniennes et contre le comportement immoral qu'on a vu à Gaza avec le Hamas, avec des leaders qui refusent de négocier.
Israël ne devrait pas négocier avec des terroristes, ne devrait pas négocier avec le Hamas, ne devrait pas négocier avec ceux qui alimentent les milices iraniennes à Gaza avec leur argent. Je parle du Qatar. Nous devrions retourner à un principe clair selon lequel nous ne négocions pas avec le terrorisme. Le leader spirituel de la famille royale qatari a appelé les musulmans à organiser un holocauste contre les Juifs. Israël devrait s'arrêter de négocier avec ce régime qatari et les milices du Hamas parce qu'ils n'apportent pas la paix, ils cultivent et exportent la mort. Ces pays arabes, je le crois, voient cela, ils ne peuvent plus être retenus en otage par les Palestiniens. Dr Amjad Taha, expert en affaires stratégiques de la région et directeur régional du Centre britannique d'études et de recherche sur le Proche-Orient. Merci à vous. Merci et shalom. De retour en Israël, l'armée n'est pas seulement occupée à protéger les frontières. Les soldats de la défense passive sont déployés dans tout le pays pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. Nous avons suivi l'une des équipes à Beit Shemesh. Regardez, et on se retrouve juste après avec le commandant de cette région de Jérusalem au sein de la défense passive. Prenez les dépliants, donnez-les aux personnes que vous rencontrez, abordez-les, parlez avec elles et demandez-leur ce qu'elles savent, ce qu'elles ne savent pas et si elles connaissent les directives. 19h. La nuit commence à tomber sur Beit Shemesh, l'une des villes les plus impactées par le Covid-19. Alors ces soldats de la défense passive ont une mission bien définie. Non seulement être au contact de la population, mais surtout vaincre l'expansion de la pandémie. Car ici, on parle d'état de guerre. Mes hommes étaient déployés avant cela dans les territoires pour des missions opérationnelles. Mais notre mission, c'est de protéger les citoyens. Et en tant qu'officier de l'armée israélienne, j'estime que c'est une guerre, dans tous les sens du terme. Il faut lutter efficacement contre ce virus et le vaincre pour espérer un retour à la normale. Nous accompagnons ces soldats dans un mini-centre commercial en plein air. Première rencontre, ce jeune ne portait pas le masque comme il faut. Ces adultes non plus. Il faut alors leur rappeler les règles de distanciation sociale et également le port du masque obligatoire. On se promène, on parle aux personnes, on leur renforce les directives du virus Corona. On leur demande comment ils comptent faire par rapport au bidou, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour dans les fêtes. On les aide et on leur donne plus d'idées et de choix. Pendant ce temps, dans la cellule de crise, on s'organise, civils et militaires réunis. Il faut absolument aider les personnes placées en isolement. Si elles n'y arrivent pas, il faut les envoyer dans les hôtels. Il faut absolument contrôler l'expansion de la pandémie. Il faut mener une enquête épidémiologique, connaître l'origine de la contamination. Je ne me vois pas gérer cette crise sans les officiers de liaison, à moins que la gestion sanitaire et les hôtels pour malades du coronavirus aient été gérés par des civils, mais ce n'est pas le cas et heureusement qu'ils sont là. Une mission qui a débuté le 15 mars dernier au cours de la première vague. Impossible de savoir quand ces soldats de la défense passive auront terminé leur opération. Et mon invité pour parler justement du travail de la défense passive, ce qu'on appelle en hébreu le Pikoud HaOref. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Itai Levi. Vous êtes colonel de l'armée israélienne, actuellement le chef du département de Jérusalem et du centre du pays. Merci de me recevoir chez vous, dans votre base. D'abord, c'est quoi la défense passive? C'est quoi le travail de la défense passive pendant cette pandémie du corona? Bonsoir Mathias, bienvenue dans ce département militaire de Jérusalem et du centre du pays. À la défense passive, nous travaillons tout au long de l'année en collaboration avec les conseils municipaux. C'est la base de notre travail. C'est grâce à ces conseils que nous parvenons à atteindre le grand public. Nous avons en Israël 257 conseils locaux, 33 uniquement pour la région dont je suis responsable. Nous les accompagnons tout au long de l'année et principalement donc en temps de pandémie. Depuis le 15 mars, nous nous trouvons au cœur de ces conseils locaux. Qu'est-ce que cela signifie? Que je dispose d'officiers qui travaillent depuis 150 jours consécutifs, que je dispose d'un commandement qui est en relation directe avec le maire de Jérusalem et que je dois continuer à les entraîner pour être prêt le moment venu. Je pense notamment à notre préparation en prévision du confinement général qui va débuter dans les prochains jours. Et vous n'êtes pas fatigué? Vous ressentez aucun signe de fatigue?
Vous savez, nos soldats savent qu'ils ont une mission à accomplir, une mission à laquelle ils se sont engagés. Et ils laissent de côté toutes leurs préoccupations personnelles parce qu'il est question ici de sauver des vies. Sauver des vies, c'est le credo de la défense passive. Tsahal, dois-je vous le rappeler, c'est d'abord une armée de défense, comme le nom de votre magazine. Nous protégeons les citoyens, c'est via les conseils locaux que nous pouvons le faire de la meilleure des manières. Un exemple, nous procédons à des campagnes de sensibilisation locale et sectorielle. Prenons l'exemple de Jérusalem. Il me semble que c'est la ville la plus complexe au monde. Et vous n'êtes pas aidé, colonel Itai Levy, parce que d'un côté, vous avez les orthodoxes, de l'autre côté, vous avez les Palestiniens de Jérusalem. C'est quand même compliqué comme tâche. Oui, je le disais, c'est complexe. Nous cherchons à cibler justement cette complexité et à savoir comment l'appréhender. Pour atteindre le public juif orthodoxe, j'ai besoin de parler aux leaders rabbiniques. Je parle ensuite aux représentants de ces rabbins dans les quartiers concernés, ce qui permet en fin de compte d'envoyer mes soldats auprès de la population pour leur rappeler comment il faut se protéger, mettre les masques, respecter les distanciations sociales, respecter les consignes du ministère de la Santé. Nous faisons exactement la même chose dans le secteur arabe, juste derrière nous, dans le quartier est de Jérusalem. L'armée, ça veut dire que l'armée rentre dans Essaouia? Oui, à Essaouia aussi, nous sommes entrés dès la première vague où nous avons distribué des plateaux repas. Vous savez, j'entends cela à de nombreuses reprises. Comment est-ce possible, quand tu viens avec la volonté de tendre la main, d'aider, de sauver des vies, de donner sans rien attendre en retour, les gens le ressentent, comprennent que tu viens pour les aider et pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Et à partir du moment où ils sont convaincus de cet état d'esprit et qu'ils y croient, tout s'arrange. Ils vous appellent monsieur l'officier ou ils vous appellent monsieur l'officier occupant? Non, il s'adresse à moi en disant « Bonjour, monsieur l'officier » et me respecte comme il se doit. Il nous accueille chaleureusement et amicalement. Nous travaillons bien sûr via les centres communautaires qui sont très implantés dans ces quartiers. C'est en uniforme militaire que nous y sommes allés. C'est la première fois depuis 1967 que des soldats israéliens se sont rendus sur place. Là où des divisions existent en Israël, le coronavirus nous a donné la possibilité de casser ces murs et de construire des ponts et des liens entre ces communautés. C'est ce qu'il s'est passé. Quand est-ce que votre mission s'arrêtera? C'est une mission constante, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Tant qu'un vaccin n'a pas été trouvé à cette pandémie, nous sommes là, de jour comme de nuit. Nous aidons les conseils municipaux, nous sommes au plus près des citoyens et nous leur donnons tout ce qu'ils ont besoin. La mission ne s'arrête jamais en fin de compte. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, dans cette base de Jérusalem. Merci. Merci beaucoup. Allez, on poursuit dans Défense. On aime bien les portraits de jeunes capitaines. Et qui plus est, eh bien, ils sont francophones. Capitaine Eyal Durand, bonjour. Vous venez de terminer votre longue formation d'officier marinier dans la marine israélienne. Tout d'abord, racontez-nous vos premières impressions. Alors, la première impression que j'ai, c'est de rentrer dans une famille assez grande et assez familiale, on va dire. Je rentre dans un bateau de guerre à Haïfa et un peu peur pour le tafkid, mais avec beaucoup de bonnes impressions. Racontez-nous votre parcours. Pourquoi avoir choisi de servir dans la marine israélienne? Je suis né en France, à Paris. Dès qu'on est arrivé en Israël, on était une famille qui pousse à chaque fois à donner à Israël, à faire le plus qu'on peut pour donner et mettre de notre temps à Israël. Mon frère était à la marine, commando marin à Shayetet Shlosh-Esrei. Mon père est venu comme soldat de France tout seul avant de se marier avec ma mère. Et il nous a toujours poussé à donner le plus qu'on peut à Israël. Et pour ça, je voulais faire ce genre de cursus qui est 7 ans de mon temps
pas 3 ans comme tout le monde, 7 ans que je donne. Et en fait, je sors officier avec des diplômes et je peux donner le plus possible à l'armée. Du coup, avec un frère ancien commando marin de la Chayatet 13, c'est la compétition à la maison, j'imagine. Alors, en fait, mon grand frère, il a fini son temps à l'armée. Il a fini avec honneur. Il est sorti maintenant de l'armée. Maintenant, il a commencé un projet dans le nord d'Israël. Moi, je suis le seul pour l'instant à l'armée dans la famille. Ma petite sœur, qui a 18 ans, Sharon, elle va rentrer dans quelques mois à l'armée. Pour l'instant, ils vivent bien avec ça que je suis à la marine. On va voir quand je vais être un peu moins à la maison. Être officier marinier, c'est un terme générique. Vous allez avoir quelle fonction sur les bateaux de guerre? Alors, moi, en fait, je suis chief engineer. Il y a quelques sections dans le bateau. Il y a 4 sections, en fait. La section qui est la section de tous les armes, l'armement du bateau. La section qui est la garde du bateau, en fait. Si jamais il y a une attaque, alors c'est eux qui gardent le bateau. La section qui est navigation, quand on sort, combien de miles il faut passer, combien d'essence il faudra. Et la section qui est chief engineer. Chief engineer, c'est tout ce qui touche au bateau, au moteur, aux générateurs qu'on a dans le bateau, à tous les purificateurs d'eau, tout ce qu'on a besoin en fait pour vivre dans le bateau jour. Et pour sortir du port. Moi, en fait, je vais rentrer dans un bateau qui s'appelle le Achit Tarshish, INS Tarshish. C'est un bateau, on a 3 sortes de bateaux. Ceux qui gardent les frontières entre Israël, les Dabour, c'est des bateaux à peu près de 35 mètres. Les Sar et Arba Vachetzi, c'est des bateaux de 61 mètres, 62 mètres. Et les bateaux Sar Hamesh, c'est des bateaux un peu plus grands, des corvettes. Moi, je suis dans les Sar Arba Vachetzi. Et en fait, moi, mon tafkid, c'est de sortir, faire des... On ne peut pas trop expliquer au téléphone, mais faire ce qu'il faut faire en dehors et dans Israël. Et votre objectif, Eyal Durand, désormais, c'est quoi? C'est rentrer sain et sauf, coûte que coûte à la maison? Déjà, de rentrer à la maison sain et sauf. J'ai des parents qui m'attendent à la maison et j'ai les parents de mes soldats qui les attendent chez eux. Alors ça, c'est ma plus grande mission. Et après ça, c'est garder les territoires d'Israël, faire ma mission le mieux possible et d'éviter la prochaine guerre. Il y aura peut-être une prochaine guerre, on ne peut pas savoir, mais s'il y aura la guerre, d'être le mieux préparé pour la guerre. Capitaine Eyal Durand, merci d'avoir répondu à nos questions dans Défense et bon vent. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, retour sur l'attentat de la rue des Rosiers. C'était en plein Paris. Il y a près de 40 ans, plus de 38 ans après les faits, la Norvège a arrêté un suspect palestinien. Des documents déclassifiés de la DGSE auraient aidé à faire avancer le dossier. On se retrouve juste après avec l'ancien patron de la DST au moment des faits. Soulagement pour les familles des victimes. Un des suspects de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982 a été arrêté. Il vivait depuis 1991 en Norvège et la police norvégienne confirme qu'un homme en lien avec le dossier a été interpellé suite à un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises. Walid Abdulrahman Abou Zayed est recherché en France pour meurtre et tentative de meurtre. Il doit être présenté jeudi devant un tribunal norvégien. En France, pour les proches des victimes, c'est un réel soulagement. Il ne s'agit toutefois que d'une première étape. Nous espérons que la Norvège procédera à une extradition rapide et qu'elle n'aura pas à cœur de protéger un terroriste. 3 autres restent à interpeller. C'est un procès que nous voulons, pas de simples auditions. Les juges d'instruction français en charge du dossier ont émis 4 mandats d'arrêt. 1 visant l'homme arrêté en Norvège, 2 mandats visant des personnes résidant en Jordanie. Et un 4e visant un suspect probablement caché près de Ramallah en Cisjordanie. Le 9 août 1982, un groupe terroriste palestinien lance une grenade dans le restaurant Joe Goldenberg, puis ouvre le feu dans l'établissement et contre des passants. L'attentat est attribué au groupe terroriste palestinien Abou Nidal et fait 6 morts et 22 blessés.
Yves Bonnet, ancien patron de la DST au moment des faits, vous avez confirmé il y a plus d'1 an avoir passé un accord avec les terroristes d'Abou Nidal, chef du Conseil révolutionnaire dans les années 80. Les documents déclassifiés de la DGSE semblent montrer désormais que l'ordre venait directement du cabinet du Premier ministre Michel Rocard. Est-ce que ça aussi vous pouvez le confirmer? Bonjour. Je crois qu'il faut rétablir la chronologie dans cette affaire. Lors de l'attentat de la rue des Rosiers, je suis préfet de Mayotte. Je ne suis pas du tout en charge de la DST. Deuxièmement, Michel Rocard a été Premier ministre sous le second septennat de François Mitterrand, donc des années après. Enfin, troisième élément, l'accord informel, c'est un accord verbal informel passé avec une organisation effectivement terroriste, ne visait qu'à permettre à cette organisation terroriste de visiter 2 détenus à la prison de Muret, en Haute-Garonne, donc 2 détenus, et contre l'assurance que plus aucun attentat ne serait commis en France contre qui que ce soit de la part de cette organisation. Alors, je rappelle que durant tout mon séjour à la DST, aucun attentat n'a été commis contre les Israéliens ni contre la communauté juive française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à vous qu'il n'y a pas eu d'attentat? C'est grâce à l'accord tacite ou implicite passé avec Abou Nidal? Comment ça se passe? C'est pas l'accord informel, encore une fois, passé avec Abou Nidal est un accord qui est intervenu alors que j'étais déjà patron de la DST depuis, je pense, depuis probablement 1 année ou peut-être un peu plus. Alors, comme disait le maréchal Foch, je ne sais pas si j'ai gagné la guerre, mais en tout cas, si je l'avais perdue, c'est bien. Si elle avait été perdue, c'est bien à moi qu'on l'aurait incriminée. Donc moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucun attentat contre qui que ce soit, surtout pas, effectivement, contre les intérêts de l'État d'Israël, qui est un État ami, ni contre ceux de la communauté juive, qui est un élément fondamental et fondateur de la communauté française. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, j'avoue que je ne comprends pas très bien cette intrusion, réelle ou pas, de Michel Rocard, parce qu'encore une fois, Michel Rocard, sous le premier septennat de François Mitterrand, et alors que moi j'étais en charge de la DST, n'avait aucune responsabilité ministérielle. Alors pourquoi les documents déclassifiés de la DGSE mentionnent alors dans ce cas-là Michel Rocard? Ah ben j'en sais rien. C'est des documents que je n'ai pas vus, que je n'ai pas à connaître d'ailleurs. Bon, si on veut me les soumettre, je ne demande pas mieux que de les voir. Enfin moi, a priori, je n'ai pas à en connaître. Ça, j'avoue que quand j'ai entendu cette information, elle m'est apparue un peu surréaliste. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Moi, je maintiens ce que j'ai dit au juge d'instruction. Je n'ai pas un mot à ajouter, ni encore moins à retrancher. Yves Bonnet, pourquoi certains éléments que je classifierais de peu recommandables affirment, par exemple, que vous avez voyagé récemment en Ramallah pour rencontrer l'un des terroristes de la rue des Rosiers? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors là, c'est complètement faux. Je n'ai pas quitté le sol français depuis des années. Je ne suis jamais allé de ma vie, et d'ailleurs je le regrette, en Israël, encore moins à Ramallah. Non, ah bon, on a raconté ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous auriez pu, parce que c'est exactement ce qui se dit dans certains milieux, à un moment ou à un autre, vous avez quitté la DST. Donc, normalement, l'enquête est terminée pour vous, ou en tout cas, l'époque, les faits sont terminés pour vous. Bon, j'ai quitté la DST en 1985. J'ai été nommé préfet du Finistère. Et j'ai poursuivi toute ma carrière de façon complètement normale. Et évidemment, je ne me suis plus livré à aucune activité, sauf à chasser les terroristes de la Guadeloupe. Ça, c'est un autre sujet. Mais je n'ai plus eu aucune espèce d'activité dans le domaine de la sécurité. Une dernière question, Monsieur Yves Bonnet.
ancien patron, je le rappelle, de la DST. Est-ce que la France continue, selon vous, de négocier avec les terroristes, alors que l'Élysée, le ministère des Armées, le Quai d'Orsay rejettent à chaque fois en bloc ces accusations? Là, vous ouvrez un chapitre qui ne sera jamais clos, qui est celui des opportunités, du devoir de discussion que peuvent avoir les services de sécurité avec leurs ennemis. Encore une fois, c'est un sujet inépuisable. Alors moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Je peux simplement dire que, honnêtement, sans langue de bois, tous les services de sécurité, je dis bien tous les services de sécurité et de renseignement sont amenés un jour ou l'autre à rencontrer leurs ennemis et à discuter avec eux. Et que ce qui importe, c'est d'assurer la sécurité de l'État d'abord et celle des citoyens ensuite. Point final. Quels que soient les services de sécurité, très rapidement, quels qu'ils soient dans le monde? Bien entendu. Si vous ne discutez qu'avec vos amis, c'est très bien, c'est très convivial, ça ne fait pas beaucoup avancer. Il faut savoir discuter avec ses ennemis. Et tous les responsables de services de sécurité vous le confirmeront, y compris, et d'abord, ceux de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Yves Bonnet, ancien patron de la DST, d'être revenu pour Défense sur cette époque et sur cet attentat et enquête qui se poursuit toujours autour de l'attentat de la rue des Rosiers. Merci à vous. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Défense.